Coucou les arcanes, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et on va faire mon book haul du mois de janvier 2025. Il y a pas mal de livres qui sont arrivés dans ma pile à lire et j'en ne suis pas fière, je vous avoue. Mais pour la plupart ce sont des cadeaux et des services de presse, donc je ne peux pas trop me plaindre, je suis quand même assez privilégiée à ce niveau-là quand même et je suis tellement reconnaissante pour tout ce qui est arrivé dans ma pile à lire. Franchement ça me fait vraiment chaud au cœur. Et je le dis pas souvent, mais en fait, c'est grâce à vous aussi que j'ai la possibilité d'avoir ce type d'opportunité, que je reçois des services de presse, etc. Donc franchement, un grand merci pour votre soutien, ça me fait hyper plaisir. Je vous avais dit que j'essayais quand même de réduire drastiquement ma pile à lire pour l'année 2025. Eh bien, faut avouer que le mois de janvier, il n'a pas trop aidé non plus. Mais je suis quand même très contente de vous présenter tous les livres qui sont rentrés dans ma pile à lire. Il y a quelques graphiques dans le lot que j'ai bien envie de vous présenter. Certains que j'ai reçus de manière totalement surprise dans ma boîte aux lettres. Donc je vais quand même vous les présenter parce que ils ont l'air assez sympas et j'ai envie de les lire. Bref, trêve de blablatage, dites-moi combien de livres sont rentrés dans votre pile à lire à vous au cours du mois de janvier 2025. Du coup, je commence tout de suite avec les graphiques et je commence donc par ce que je vous disais, ce que j'ai reçu de manière totalement surprise. Donc j'ai reçu de la part des éditions K-Factory les tomes 1 et 2, donc la saga complète de l'Empire du Sourire. Donc là, c'est le tome 1, ici le tome 2. Apparemment, c'est une série qui a été aussi adaptée sur Netflix et franchement, je connais pas du tout. Je l'ai peut-être vu passer de nom en termes de drama coréen parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup regarder en vrai. Je sais pas si vous êtes un peu comme moi, mais je sais pas, je suis friande de ce type de série. Et du coup, je me dis que j'aimerais bien lire les deux et éventuellement regarder la série après. Est-ce que vous l'avez déjà vu ou pas? Je ne sais pas en tout cas ce dont ça parle. Donc, le jeune Gu-won déteste les sourires, celui de la pétillante Cheon Sarazon, et a craqué. La laissera-t-il enchanter sa vie? Je pense, au vu de comment ça se présente rapidement comme ça a l'air d'être une histoire d'amour entre deux jeunes enfants qui va se développer, pourquoi pas se concrétiser, on va dire, quand ils seront beaucoup plus adultes. Écoutez, en tout cas, je trouve les dessins hyper mignons, donc j'ai très hâte de le lire. Je vais pas m'avancer plus sur le résumé, je préfère le découvrir parce qu'il n'y a pas forcément de résumé plus... Oula, j'ai failli le faire tomber. Plus descriptif que ça et je vais pas les fouiller sur le téléphone, mais en tout cas, je suis très curieuse, donc je vous le dis. Je vais faire plus de vlogs cette année 2025, donc à tout moment, je lis les deux mangas et je me mate à la série et je vous fais tout ça en vlog. De la part de Vega, j'ai reçu deux petits mangas. Le premier, il s'agit de Stardust Family. Il me semble que c'est un tome 1, en effet. C'est donc un manga qui a l'air d'être plus thriller psychologique avec des violences ou du moins une maltraitance au sein de la famille. Ça me fait bien penser à ça au niveau de la couverture. En tout cas, quand on voit ce petit jeune qui a l'air assez... sobre, assez sans émotion en fait. Voilà, j'ai pas le qualificatif pour ça, mais en tout cas avec les deux parents où le visage est assez déshumanisé, assez défacé, donc je sais pas trop. Dans un futur proche, il faut maintenant un permis pour pouvoir procréer, pour pouvoir avoir un enfant. Si vous avez un enfant en dehors de ce système-là, il est considéré comme illégal. Et donc on va suivre le jeune Hikari, qui est un examinateur, c'est-à-dire que c'est un enfant qui est chargé de déterminer si les parents sont capables en fait d'avoir un enfant. Donc c'est pour ça qu'il va vivre de temps en temps pour un court laps de temps dans des familles afin de pouvoir les évaluer et donc déterminer si oui ou non ils peuvent avoir l'autorisation de procréer. Ça a l'air super sympa, en vrai ça c'est le type d'histoire en vrai dont je suis friande en manga. Je vous avoue, en termes de manga webcomic, j'ai des genres assez particuliers, c'est très marrant, je sais pas si ça vous le fait aussi en fonction des genres. Dans les romans, je suis full fantasy, j'aime énormément tout ce qui est adulte et young adulte, un peu moins, mais voilà, j'aime bien un peu ce style-là, dark fantasy et tout. Pourtant, quand on va rentrer dans les bandes dessinées, je suis jeunesse à fond. Les webcomics, je suis plus dans le type un peu romance. Et dans les mangas, je suis dans des mangas plutôt thriller psychologique, voire même horreur. C'est fou avoir ce panel qui est ciblé en fonction d'un format. Je sais pas si ça vous le fait aussi ou si c'est juste moi qui suis complètement dingo. En tout cas, je suis très impatiente de découvrir ce titre-là, il me fait extrêmement envie, donc je vous en reparle bientôt. Pour l'autre manga que j'ai reçu de la part des éditions Vega, on est dans un style plus romancé, puisqu'on va être même sur un MM, alors il me semble qu'on appelle ça un boys love. Je ne suis pas encore une fois connaisseuse, mais franchement, je me régale à chaque fois quand vous me reprenez et que vous m'apportez ces informations complémentaires que je n'ai pas. C'est l'échange justement qui fait que ça rend tout
particulièrement spécial en fait ce que je fais sur les réseaux. Donc franchement, n'hésitez pas à me reprendre et me dire Aurélie, tu dis de la merde, ça veut dire ça. Donc il me semble que c'est un boys love, Minato's Point Laundry, qui est écrit par Sawana Kanzume et Yuzu Tsubaki. C'est un tome 1 donc, et on va être avec une relation entre, il me semble, un gars qui a 30 ans et le lycéen qui a 17 ans. Là, ça commence à me poser problème. J'ai vu ça sur Julie Lee, je crois, sur Instagram, qui disait que la différence d'âge à ce moment-là la dérangeait un petit peu. Et je suis un petit peu d'accord, quand on a un jeune homme de 30 ans qui s'intéresse à un garçon de 17 ans, je trouve que il n'est pas encore majeur, donc ça me dérange. Quoi qu'il en soit, je reste curieuse de le découvrir étant donné que je l'ai reçu, je me dis pourquoi pas tenter, voilà. Je ne m'attendais pas du tout à cette phrase à la 4e de couverture. Je vous avoue, je m'en suis pas trop intéressée en fait. J'ai juste vu ça passer sur le compte de cette bookstagrammeuse. Et là, je viens de voir la 4e de couverture et je suis un petit peu choquée de ce qui est écrit. C'est une citation donc, à mon avis, du plus jeune, peut-être. Je le suppose. Moi aussi, le sexe m'intéresse, Monsieur Minato. En fait, je sais pas si je vais le lire du coup. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Je sais pas. Je vous avoue que cette phrase m'a perturbée, pardon, je perds mes moyens. Donc il me semble qu'on va suivre donc ces deux garçons, plutôt ce garçon et cet homme, qui se retrouvent de manière assez régulière à la laverie automatique, et c'est ainsi que va débuter leur histoire, et ainsi ils vont se confier l'un à l'autre et développer des sentiments, je le suppose, mais la citation m'a un peu perturbée. Donc écoutez, je vous dirai. Ça m'a perturbée vraiment cette phrase. Je vais passer avec un manga aussi que j'ai reçu de manière totalement fortuite, mais qui a été une belle découverte. J'aurai l'occasion de vous en parler en update lecture parce que je l'ai déjà lu. Donc c'est un manga que j'avais vu passer vite fait comme ça au niveau de la couverture, mais je m'en étais pas plus intéressée. Et la maison d'édition a décidé de me l'envoyer sans que j'ai rien demandé. Et franchement, il y a des coups comme ça où ça match beaucoup parce que j'ai bien aimé ma lecture, je vous en reparlerai. Il s'agit de Hop Your Happy Lemon, le premier tome. Ça m'a donc été renvoyé par les éditions Mana Books. Et là, on est sur une petite comédie romantique en fait qui est beaucoup portée sur l'humour, puisqu'on va sur Sunao qui, il y a 3 ans de cela, s'est fait larguer comme une vieille chaussette par sa petite amie qui lui a dit en gros qu'elle préférait en arrêter là et qu'en plus de ça, elle voyait 3 autres hommes en même temps. Elle lui dit ça d'une manière tout à fait naturelle, c'est à se poser des questions. Bref, cette rupture lui a fait beaucoup de mal, donc il ne s'est pas vraiment sorti cette fille de sa tête parce qu'elle lui a fait beaucoup souffrir. Quoi qu'il en soit, il a dans son club de cinéma une jeune demoiselle, Natsumi, qui l'aime beaucoup, voilà, il a un bon gros crush sur elle. Et un jour, au détour d'une ruelle, il va croiser Lemon à nouveau, voilà. Et cette rencontre va être un petit peu perturbante parce que elle fait comme si de rien n'était, elle est très enjouée à l'idée de le retrouver, etc. Et le lendemain, Lemon et Sunao ont inversé de corps. Donc c'est-à-dire que Sunao se retrouve dans le corps de Lemon et inversement, Lemon a intégré le corps de Sunao. Petite particularité, c'est que Lemon, donc, et Sunao va le découvrir en se réveillant dans sa chambre, Natsumi est sa colocataire. Donc son crush est la colocataire de son ex, qui l'a fait souffrir. Et c'est très drôle parce que tous les 2 jours, ils vont inverser de corps et tout ce qui se dit, Sunao, c'est pitié que son rendez-vous galant qu'il a enfin eu avec Natsumi se déroule le jour où il a son corps. Donc moi personnellement j'ai beaucoup aimé, je vous en reparle en update lecture, mais c'est trop sympa ce petit manga. Je crois qu'il y a 2 ou 3 tomes, pas plus, ou du moins qui sont parus pour l'instant. Pas en français, c'est pas encore traduit, mais bon voilà, j'ai très hâte de le découvrir. En tout cas, le tome 1 m'a fait mourir de rire, donc voilà, petit aperçu de l'update lecture, je vous le recommande. Maintenant, on va passer aux bandes dessinées. Il s'agit tout d'abord du tome 4 de Uki. Ça fait très longtemps que je vous ai pas parlé de cette bande dessinée de Myriam Boynas-Tétur qui m'a été envoyée de la part des éditions Dupuis, parce que ça fait longtemps, je pense, qu'ils n'ont pas sorti en fait une suite. Ça fait très longtemps effectivement que j'ai lu le tome 3, je l'ai même plus dans ma pile à lire, je l'avais prêté à une amie. Et donc on se retrouve avec la suite de ces aventures de ces 2 jumeaux, donc une sœur et son frère, qui vont se retrouver à devoir partir en fait à l'école magique, sauf que au tout dernier moment, ils ratent le bus. Et là, ils se disent, mais quoi de mieux qu'à la place d'appeler les parents pour leur dire « Maman, papa, j'ai raté le bus, faut m'emmener à l'école », ils se disent « Tiens, on va rien dire du tout et on va nous-mêmes aller chercher un maître qui va nous prendre comme apprenti et nous enseigner la magie. » La logique des enfants, parfois, ça me surprend énormément. Ainsi va débuter leur aventure. Bien sûr, ça ne se limite pas à ça. Si la jeune demoiselle, elle est plutôt assez maladroite avec la magie, donc on va dire que sa magie est très capricieuse à vrai dire, alors que son frère est un excellent élève. Il va avoir une sorte de rivalité très légère entre les deux, mais en tout cas, on va avoir bon nombre de péripéties et les 2 jeunes gens vont se retrouver aussi dans un cercle social avec notamment un petit voleur qui va rétrécir et une princesse qui va décider de sauver son prince. J'ai trop aimé moi Uki, les 3 premiers tomes ont été excellents.
Ça va beaucoup plus loin sur l'acceptation justement d'autrui et des différences, parce qu'on va avoir une sorte de conflit entre les humains et les sorcières. Donc on prend une autre dimension au fur et à mesure des tomes, mais il y a toujours ce côté très chaleureux, très jeunesse que j'aime bien retrouver dans Uki. Donc je suis très contente d'avoir la suite et j'ai très hâte de la lire. Et pour finir avec le dernier graphique que je vais vous parler de toute façon en update lecture car je l'ai déjà lu, il s'agit de Carcoma d'Andrés Garrido que j'ai reçu de la part des éditions Dupuis. C'est une grande bande dessinée quand même par rapport à ma tête, là vous voyez, plutôt adulte aussi, c'est pour un grand public, c'est pas du tout jeunesse pour le coup, mais l'histoire d'une manière assez superficielle on va dire, du moins quand je l'ai trouvée dans le résumé, je l'ai trouvée assez attrayante pour le coup et les dessins m'avaient bien plu. On est sur des dessins qui font très malade, très peste en fait, voilà, il y a un côté assez pestilentiel dans les couleurs qui sont utilisées pour les planches, mais c'est volontaire parce que chaque marin est un petit peu malade à sa façon. Ça m'amène à vous parler du résumé parce que nous sommes avec un équipage qui a fait le serment de ne jamais remettre le pied sur la terre, donc il navigue sur les eaux depuis des années et il tente tant bien que mal de survivre. Le capitaine est un homme qui s'est beaucoup renfermé sur lui-même suite à la disparition de sa bien-aimée, dont il garde jalousement le portrait dans sa cabine, et on va suivre aussi cette jeune femme qui a vécu beaucoup de choses dans son passé qui fait qu'elle est maintenant très renfermée aussi. Mais c'est le cas aussi de tous les autres membres de l'équipage qui vivent quelque chose dans leur passé de très compliqué, qui les pousse finalement à fuir et à décider de ne pas remettre le pied sur terre et de fuir sur les eaux en compagnie de cet équipage. L'histoire est très intéressante de ce point de vue-là, mais on rentre sur un attrait beaucoup plus fantastique parce qu'à un moment donné, le navire va percuter un rocher, ils vont se retrouver voilà, les pieds dans l'eau, mais pas profond, presque au bord de la plage, et ils vont découvrir une espèce de créature comme ça qui va s'immiscer au travers des membres de l'équipage et il va se passer beaucoup de choses. On rentre sur un caractère aussi limite horrifique, voilà, dans l'histoire et dans les planches. Je vous en reparlerai en tout cas en update lecture, mais voilà, déjà c'était une petite découverte qui est rentrée dans ma pile à lire. Maintenant que nous en avons fini avec les graphiques, je vais passer donc au roman et je commence avec les cadeaux de mon chéri parce que c'est plutôt un cadeau de Noël en fait qu'il a fait tardivement parce qu'il lui est resté des chèques cadeaux. Il m'a dit tiens, fais-toi plaisir encore pour Noël, achète-toi des livres. Et du coup, je me suis pris ce magnifique intégral de George R.R. Martin, donc Le Trône de Fer, l'intégrale 3. Si vous ne le savez pas encore, je suis une très grande fan de Game of Thrones, mais je regardais les épisodes à chaque sortie, donc quand c'était disponible en VO, je le regardais le lendemain. J'avais le petit rituel aussi de le regarder avec une de mes amies, donc comme j'étais pas capable d'attendre en fait le jour où on devait se voir pour regarder l'épisode, je le regardais donc le lendemain de sa sortie, je crois que c'était le dimanche on l'avait. Le mardi, je le regardais avec elle, et quand ça sortait en français, je le regardais avec ma mère. Donc chaque épisode, je les ai vus 3 fois au total, et là j'ai décidé de me refaire du coup à partir de la saison 1 Game of Thrones. Voilà, je suis totalement in love en fait de Game of Thrones, donc j'étais très curieuse de découvrir le Trône de Fer. Et pour ceux qui seraient un petit peu réticents en se disant oh là là, il y a tellement de personnages, ou qui feraient peut-être la comparaison avec le style d'écriture du Seigneur des Anneaux, on est bien loin. Le tome 1, je l'ai dégommé et je trouve que justement, vu qu'on a vu la série, on est plus familier avec les personnages et on arrive mieux à capter qui est qui et on arrive mieux à faire les liens entre les différents individus dans le roman qui est beaucoup plus étoffé et qui est à certains aspects totalement différents aussi de la manière dont c'est abordé dans les épisodes. Donc je suis quand même très curieuse de découvrir la suite en espérant qu'on ait un jour la fin, parce qu'à savoir que George R.R. Martin n'a pas écrit la fin de Game of Thrones. En tout cas, j'ai adoré découvrir le premier intégral, ça a été un véritable coup de cœur. J'ai dégommé les pages, il y a plus de 1000 pages, je crois, ou à peu près. Je les ai enchaînées à une vitesse folle, ça se lit tout seul, je trouve que c'est hyper fluide en vrai. Donc il faut que je continue avec l'intégral tome 2 et ensuite le tome 3. La petite particularité de cette édition, et c'est pour ça que je l'ai pris, c'est que dans le premier tome, nous avons les pages à l'intérieur comme ça qui sont illustrées en couleur. C'est magnifique, vous avez des illustrations ici et des illustrations en fin. Et sur le premier intégral, vous avez chaque chapitre avec une illustration. Voilà, donc c'était pour la petite info et je me suis pris du coup l'intégral tome 3 du Trône de Fer. Et enfin, le dernier cadeau de mon chéri, il s'agit d'un coffret de 3 romans d'une trilogie complète de mon auteur préféré que j'hésitais à me prendre en toute honnêteté, mais j'ai finalement craqué pour le coffret de J. Christophe. Donc c'est Humanity 3.0. Je me suis dit, est-ce que tu le fais en français ou en anglais? J'ai tenté l'anglais. En gros, c'est Humanité 3.0, avec Reboot Deviant et Replicant. Donc c'est de la science-fiction plutôt young adulte, mais d'après les retours que j'ai eus, il semblerait que ça soit un petit peu plus traité à la manière de J. Christophe, donc quelque chose d'assez dans son style, hein, on va dire ça tout simplement. Donc je me dis pourquoi pas, parce que en vrai, le young adulte, je m'en délaisse un petit peu plus et de plus en plus. Mais la côté science-fiction, c'est pas forcément le genre littéraire qui me plaît, mais j'ai envie de donner une chance à mon auteur préféré du coup dans cette saga. Donc écoutez, quand même très très curieuse, je ne sais pas de quoi ça parle. Juste, il me semble en gros que ton corps ne t'appartient pas. Voilà, c'est
ici que c'est écrit. Ton corps ne t'appartient pas, ton esprit ne t'appartient pas, ta vie ne t'appartient pas. Donc du coup, ça me donne envie quoi. Et maintenant, nous allons passer au service de presse que j'ai reçu en roman. Pour la petite blagounette, en fait, je suis donc partenaire avec la maison d'édition Brajlon dans la catégorie Romantasy et j'avais demandé certains titres et il y a eu un petit cafouillage en fait. Ils m'ont à la base envoyé des livres que je n'avais pas demandé, dont celui-ci, donc Une torche dans la nuit de Sabaa Tahir, qui est publié aux éditions Big Bang, donc dans une très belle réédition collector avec illustration et jaspage. Je trouve vraiment ça très très joli. C'est le tome 2 du coup d'une saga qui avait été arrêtée d'être publiée chez PKJ je crois, et le premier tome il s'agit de Une braise sous la cendre, parce que oui ils m'ont envoyé celui-ci, mais en fait je leur ai dit écoutez je pense qu'il y a eu un cafouillage, je l'avais pas demandé et j'ai pas lu le tome 1 et du coup ils m'ont envoyé le tome 1 si gentiment. Donc je suis très contente, j'ai les 2 premiers tomes du coup de cette saga-là qui apparemment fait sensation et il paraît que c'est vraiment très très bien, que c'est du young adulte mais du très bon young adulte avec un bon world building. Donc en tout cas je les trouve très jolis, je les affiche comme ça dans ma bibliothèque pour avoir le jaspage avec les personnages, je trouve ça très beau et en toute honnêteté je ne sais pas de quoi ça parle. Leia est une esclave, Elias un soldat, aucun des deux n'est libre, car dans ce monde brutal rappelant la Rome antique, ça peut me plaire, quiconque défie l'Empire risque l'exécution et la destruction de tout ce qui lui est cher. Leia le sait bien car sa famille a déjà payé un lourd tribut, mais le jour où son frère est arrêté pour trahison, elle n'a pas le choix, elle doit passer un dangereux marché avec les rebelles. En échange de leur aide pour faire libérer son frère, elle accepte de risquer sa vie en infiltrant la plus grande académie militaire de l'Empire, où elle va rencontrer donc Elias le soldat. Donc écoutez, je pense que je le lirai incessamment sous peu, c'est pas forcément des choses que j'ai demandé, donc je les ferai pas passer en priorité, mais je suis quand même très curieuse parce que vraiment il y a des très bons retours sur cette saga, donc dites-moi en commentaire si vous l'avez lu. On va rester donc chez Brajlon encore une fois, j'ai reçu L'oiseau dans la bibliothèque de Kyle Lindell, donc qui est une romantasy très largement inspirée de La Belle et la Bête. Celui-ci je l'ai demandé parce que déjà, quand ça touche à mon conte préféré de La Belle et la Bête, je suis assez curieuse finalement de découvrir les récits. Et K.L. 2, je l'avais déjà découverte dans une autre de ses sagas qui était Les Amants Maudits, La Maison Dragon, un truc comme ça. Et j'avais pas du tout aimé, je l'avais abandonné au bout de quelques chapitres, le style d'écriture ne me plaisait pas du tout. Mais j'étais assez curieuse, je sais pas si ça vous le fait pour vous aussi, mais des fois quand j'ai une mauvaise expérience avec un auteur, écoutez, je me dis, il y a diverses raisons qui peuvent faire qu'on n'aime pas ce livre. On peut retenter une deuxième fois et j'ai voulu retenter donc avec ce titre-là et surtout que je me suis dit autour de La Belle et la Bête, ça peut me passer. Et en plus de ça, quand j'ai vu que c'était un premier tome, Le Chêne et le Hou, je me suis dit tiens, il y a pas longtemps, j'ai lu Le Grimoire des Sabbats de Yule de Katie Oren Ferrella, quelque chose comme ça. Et on parlait d'une histoire, d'une croyance assez ancienne qui tournerait autour du solstice d'hiver et du solstice d'été, entre le roi Chêne et le roi Hou qui se confrontent lors d'un combat au solstice d'hiver et au solstice d'été. Le roi Hou gagne au solstice d'été, c'est pour ça que les nuits se rallongent, et au solstice d'hiver, c'est le roi Chêne qui gagne, et c'est pour ça que les jours se font de plus en plus longs à partir de cette période-là. Et j'étais assez intriguée de savoir s'ils allaient reprendre ce mythe et s'ils allaient donc le travailler et incorporer des éléments autour de cette croyance dans l'univers, ce qui est le cas et ce qui était très intéressant à ce niveau-là. Donc on va y suivre Kirst, qui est une voleuse très très renommée à New York. Un New York qui a été envahi par les monstres, ils se sont révélés aux humains et les humains sont un petit peu déchiquetés au début. Donc il y a un traité qui a été fait, c'est le traité des monstres qui permet de vivre en paix à peu près entre les créatures et les humains. Et Kirst est une humaine donc qui est une voleuse très renommée, on fait souvent appel à ses services. Et là, elle a été mandatée par un riche homme qu'elle ne connaît pas pour aller voler une bague dans la bibliothèque d'un homme. Une bibliothèque qui a plein de branches de houx. Voilà. Moi, je trouvais ça hyper prévisible en vrai. Et à sa plus grande surprise, elle arrive à voler cette bague sans le moindre encombre. Il n'y a rien, absolument rien qui se passe. C'est même trop facile et pour cause. Il y a le maître des lieux, voilà, qui est un charmant personnage qui l'envoie valser à l'autre bout de la pièce, qui vient à sa rencontre donc, et c'est ce personnage ici. Ce gars, c'est donc le propriétaire du manoir, et justement, il va se poser des questions, comment ça se fait que tu as réussi à passer mes boucliers sans problème. Donc on va se poser des questions sur Kirst, pourquoi, comment, qu'est-ce qui fait qu'elle est si spéciale et qu'elle arrive à traverser donc les défenses magiques du maître des lieux. Et il va en plus de ça lui proposer donc une mission supplémentaire si elle accepte un job, récupérer une lance inestimable qui se trouve entre les mains du roi vampire. Voilà un petit peu l'histoire qu'il y a sur ce roman, je vous en parlerai en update lecture, je l'ai déjà lu.
Voilà, en attendant, ça a été une lecture pas sensationnelle, mais assez agréable dans l'ensemble. Je détaillerai plus dans mon avis lecture, mais je suis assez contente d'avoir donné une deuxième chance à cette autrice-là parce que j'ai plutôt bien apprécié ma lecture dans l'ensemble. Alors là, une lecture que j'ai absolument dégommée, mais j'ai pas pu lâcher finalement mon roman, et ça a été le cas aussi pour le tome 1. Il s'agit de la balade fabuleuse de Twila et Frank qui est écrite par Megan Bannon et que j'ai reçu également en service de presse de la part des éditions Milady. Je suis très contente, je trouve que c'est un bel ouvrage, à l'exception que dans le tome 1, ils avaient coupé la couverture au niveau du cœur et je trouve ça triste qu'il ne l'ait pas refait ici, c'est dommage. C'est un tome 2 qui est un tome, on va dire, compagnon, pas tout à fait indépendant. Si vous n'avez pas envie de lire le tome 1, je pense que vous serez un petit peu obligé parce que vous n'allez pas vraiment comprendre toutes les subtilités qu'il y a dans le tome 2 parce que c'est une suite directe et c'est une suite directe avec les résolutions qu'il y a eu lieu dans le tome 1. Je sais pas si vous allez bien saisir ce que j'ai envie de dire parce que ma pensée est un petit peu confuse. Et en plus de ça, vous avez les personnages du tome 1 qui reviennent en tant que guest, on va dire. Et ça va vous spoiler l'intégralité du tome 1. Donc voilà, ça c'est à savoir. Par contre, on va être sur une narration un petit peu différente parce qu'on va y suivre Twila et Frank qui sont des rangers qui vont patrouiller en Tandria et un jour ils vont découvrir le corps d'un de leurs collègues recouvert d'une substance bizarre plein de paillettes et ils vont se poser des questions et à un moment donné il y a un dragon qui va se mettre sur leur route. Dragon qui va lâcher un œuf dans les bras de Frank et cet œuf va éclore. C'est un magnifique bébé dragon rose qui va s'agripper littéralement au torse de Frank et qu'il ne va plus le lâcher. Ainsi il va redécouvrir les joies de la paternité et accessoirement comment s'occuper d'un bébé dragon rose. J'ai adoré ce livre, je vous en reparlerai en update lecture. J'ai un peu du mal à avoir mes avis en ce moment, donc j'espère que la vidéo que j'ai déjà tournée ce matin ne va pas non plus être trop confuse, mais j'ai adoré mon livre, c'était vraiment trop bien, c'était tellement addictif. Par rapport au tome 1, là on va être plus centré sur le point de vue de Twila, et en plus de ça, nous sommes sur un couple qui a déjà une cinquantaine d'années, donc c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes ressentis, on va pas avoir le même état d'esprit qu'on pouvait l'avoir par exemple dans le tome 1, on va avoir d'autres aspects de la vie qui vont être mises en avant et j'ai trouvé ça très très touchant. La romance encore une fois est extrêmement touchante, j'ai adoré. Je pensais pas à la base lire le tome 2 parce que je trouve que le tome 1 se suffit à lui-même, mais alors qu'est-ce que je suis contente d'avoir lu le tome 2, il est trop bien. Nous arrivons maintenant avec les deux dernières réceptions dont une que j'ai lue, je vais commencer par celle-ci. Les éditions Bookmark sont venues me voir totalement en mode random comme ça, j'étais trop contente, en mode est-ce que tu veux recevoir ce livre-là? Moi j'ai dit bah oui, écoute, pourquoi pas, moi je veux bien recevoir. Donc j'ai reçu le premier tome des Moussailles de Eiji Mello, donc c'est Le Chant des Pluies Éternelles, donc publié aux éditions Bookmark dans la collection Lost Kingdom. Encore une fois, un magnifique ouvrage, mais regardez-moi tout ça. La couverture me fait penser un peu à une carte de tarot et on a un somptueux jaspage. À l'intérieur, vous avez aussi une illustration, voilà, je la trouve trop jolie. Et enfin, deux romans, vous avez l'illustration par contre de la carte de l'univers. Premier tome donc de ce que je suppose être une trilogie où nous allons suivre les Moussailles qui sont trois sœurs. Un tome sera sur une des sœurs. Ici, nous sommes avec la plus jeune, Larkira, qui a le don de chant. C'est un monde où il y a de la magie qui est plutôt cachée, on va dire ça comme ça, et les Moussailles sont trois sœurs qui ont des dons de magie mais en rapport avec la musique. L'aînée est violoniste, celle du milieu est une danseuse et enfin la toute dernière c'est une chanteuse. Donc voilà, on a ce rapport avec la musique et l'art qui est assez intéressant, que j'ai beaucoup aimé, et on se retrouve donc avec les Moussailles qui font partie du cercle rapproché du roi des maraudeurs, et le roi des maraudeurs va missionner donc les Moussailles, en particulier Larkira, à se rapprocher du duc de la Clane en se faisant passer pour sa future fiancée s'il l'accepte, ou du moins d'aller dans son château pour pouvoir se faire courtiser par le duc, afin de savoir comment il récupère cette fameuse drogue issue du royaume des maraudeurs. Le royaume des maraudeurs, qu'est-ce que c'est? C'est un royaume qui est différent de notre sphère, on va dire, ça comme ça. Je ne sais pas trop comment le qualifier. Au début, je pensais que c'était un petit peu le royaume des morts, mais pas du tout. Le royaume des morts est encore autre chose dans le roman. Mais on est sur un entre-deux, on va dire, un royaume qui est en proie à la magie, qui est très sombre, qui est parfois un peu violent, et la magie est dans ses excès. Et donc l'objectif, c'est de comprendre d'où le duc de la Clane puise cette drogue qui est ce fournisseur, parce que cette drogue en fait est issue du royaume de maraudeurs et on n'a pas le droit de sortir de ce royaume-là. Donc c'est une enquête qui va commencer à prendre place. Pour l'avoir lu, et je vous en parlerai en update lecture donc, mais pour l'avoir lu, ne vous attendez pas à une enquête. On est sur exclusivement une romance, voilà, entre du coup la sœur et le fils adoptif, on va dire, du duc. Voilà, donc on est exclusivement sur une romance, mais on a ce côté magie qui prend son temps, c'est très bien écrit, moi j'ai bien apprécié. Donc écoutez, très bel ouvrage, et franchement le tome 2 sera sur la sœur que je préfère, qui a été amenée du coup, et sur celle que je préfère comme ça. Elle a un côté très
frivole, très volage, que j'aime beaucoup. Bref, elle a pas de filtre, elle est très désinvolte un petit peu. J'aime beaucoup ce personnage-là. Et le petit Lymphantirès qui, je pense, sera dans le tome 2, aussi lui, je l'aime bien. Donc, je vous en reparlerai en update lecture, mais si j'ai une lecture plutôt en demi-teinte, même si ça a été très agréable, je reste quand même très hypée pour la suite. Et enfin, je termine avec la toute dernière réception que j'ai reçue, du coup, tout juste le 31 janvier, à vrai dire. Il s'agit de la suite du Pont des Tempêtes, donc avec le tome 4, La guerre sans fin de Daniel L. Jensen, que j'ai reçu en service de presse de la part des éditions Brajlon. Donc c'est une très belle édition, voilà. Il sort au mois de février, le 12 si je ne m'abuse. Et nous avons, voilà, l'ouvrage et l'illustration qui est à l'intérieur, je trouve ça trop beau. Vous avez toujours, dans la version reliée, la carte aussi en dessous de la jaquette pour pouvoir vous référer un petit peu à comment se situer au niveau du continent. Très beau jaspage pour le coup, voilà, j'aime beaucoup. Je vous ai pas montré, c'est vrai, sans la jaquette, ça ressemble à ça. Voilà, assez simple, mine de rien. Donc nous allons clôturer l'aventure et la romance de ces deux protagonistes qu'on suit à partir du tome 3. Comme vous le savez, le Pont des Tempêtes, c'est une saga où on va suivre à chaque fois 2 duologies sur chaque couple. Il y a encore 2 tomes à la suite de celui-ci, donc encore un autre couple, m'a-t-on dit. Et ensuite, ça sera terminé. Donc je ne sais pas quel couple sera à l'honneur dans les 2 derniers tomes. Je vais le découvrir à la fin de celui-ci. Je pense que je vais pas trop le tarder. Mais je me suis lu le tome 3 il y a pas très longtemps, là en décembre. Donc je vais pas le lire tout de suite. Mais il sera dégommé d'ici la fin de février, ça c'est sûr. En tout cas, très curieuse, je vous résume pas, je pense, une fois, Le Pont des Tempêtes. C'est une romantaisie que je trouve de qualité et qui va autant s'intéresser aux enjeux politiques et à l'intrigue et au world-building que sur la romance. C'est à chaque fois, par contre, des enemies to lovers, si jamais, faut aimer le trope là, mais c'est à chaque fois des enemies to lovers. Je sais pas si c'est pareil dans le tout dernier couple. Et en tout cas, pour ce couple-ci, on va beaucoup plus s'intéresser sur les enjeux politiques et sur le fait qu'on est en conflit et en guerre, d'où aussi ce titre-là pour le tout dernier. Donc écoutez, je suis quand même très curieuse de le découvrir. Et voilà tout le monde, nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si l'un de ces titres vous fait envie. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, eh bien je vous invite à mettre un petit orage là, une petite tornade ou je ne sais pas trop quoi, pour nous rappeler donc le Pont des Tempêtes. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!